Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Vous le voyez à l'écran, notre invité qui s'est installé dans ce studio, M. Abdourahmane Sano, président de la PQD, alors que le climat politique en Guinée reste tendu à cause d'un regain de tensions et de violence consécutivement aux difficultés et contestations entourant le processus d'installation des conseils communaux et de leur exécutif. Au plan social, le mouvement de grève dans le secteur de l'éducation à l'appel du SLEG et qui paralyse entre autres l'école guinéenne depuis un peu plus d'un mois préoccupe. Les deux crises auxquelles le pays fait face sont loin de connaître un dénouement. Quel regard d'ensemble porte-t-il sur ces situations de crise et quelle approche de sortie de crise? On lui pose toutes ces questions dans un instant. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. T'as ma réaction? Absolument, sur la question du SLEG, la crise de l'école guinéenne. Je suis en train de voir petit à petit ça n'aurait même pas dû prendre tout ce temps-là si ça n'avait pas été une question d'ego et de personnes. La lutte est personnifiée. On a deux personnes désormais qui se font la guerre. On veut voir qui va remporter la bataille. Qui va faire monde la poussière à l'autre? C'est le Premier ministre. Et Souma. Ibrahima Kassori Fofana et Aboubacar Souma qui est secrétaire général du SLEG. Je pense que c'est là qu'on s'est retrouvé. Vous remarquez pourquoi je dis une question d'ego désormais. Alors, vous entendez de part et d'autre, écoutez, il faut que l'État revienne, ça c'est côté gouvernement. Je ne mettrai pas un copec, cette personnification du débat, cette singularisation même du propos. Ça n'arrange pas. Côté SLEG, vous allez entendre, écoutez, désormais, pour un rien, vous entendez, désormais, les 8 millions sont désormais non négociables. Et vous savez, ce jeu où c'est négociable, c'est pas négociable, ça rappelle véritablement un jeu où chacun veut faire valoir sa personne. Si l'on en sortait et que l'on se disait, nous sommes prêts à écouter les propositions des autres, probablement on aurait trouvé du sens aux propositions du gouvernement. Et de l'autre côté, le gouvernement aurait trouvé un bien fondé dans les propos, dans les propositions du SLEG. S'il y avait cette ouverture-là, mais encore une fois, tant que l'on parle de personnes qui va être champion, qui va être valorisé, qui va être chantonné, comme on fait en Guinée, et qui va en sortir vainqueur, on n'en sortira pas. Bien. Allez-y, Jacques, un peu de mots. Voilà, un peu de mots. Je voudrais dire que, je crois, le week-end dernier, Aboubacar Souma avait mis sur la table l'idée du retour dans le jeu et des cadres, des ministres qui avaient présidé, n'est-ce pas, les négociations en début d'année. Antérieur. Gassama, Thibou Camara et puis Cheikh Talib Silla. Je pense qu'il faut quand même ramener ce genre. Mais il ne peut pas revenir comme ça. Il faut qu'il y ait une proposition concrète quand même à faire aux syndicats. De toutes les façons, il faut passer par là. Si c'est les trois là qui peuvent rassurer, n'est-ce pas, le SLEG, il faut passer par là pour... Il faut le mettre à contribution. Ouais. Mais en attendant, moi je voudrais insister sur ça. Il faut que les écoles privées soient sécurisées. Soient préservées. Il faut les sécuriser parce qu'on ne comprend pas assez ce qui est en train de se passer. Des élèves qui sortent pour jeter des cailloux sur des écoles. Il y a des enfants là-bas. Même sur des garderies. Il y a des bébés là-bas. C'est horrible. On jette des cailloux. Je pense que ce n'est pas normal. Bien. Ce n'est pas normal. Il faut sécuriser les écoles. Oui, Tamba. Justement, chez moi à la maison, c'est une petite anecdote comme ça. Il y a un enfant de 3 ans de l'école maternelle qui est proche de nous et qui est venu chez moi quand il y avait tout ce bruit et il a demandé dans une voix que vous pouvez imaginer, un enfant de 3 ans qui me demande, parce qu'en fait il y avait une totale débandade là-bas. Imaginez un instant
que cet enfant n'ait pas su où aller se réfugier. Ce qu'il aurait pu en advenir, c'est un peu pour appuyer ce que Jacques la même Léon scène est en est train de venue, dire. la même scène est arrivée dans l'école où étudient mes enfants, et ce matin ils sont pas du tout prêts à reprendre le chemin de l'école. Ils sont traumatisés, franchement. Nous accueillons à présent notre invité, Monsieur Sano. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Jacques Léon. Alors, Monsieur Sano, d'abord, on va commencer par la crise dans le secteur de l'éducation. Vous voyez, la situation est toujours tendue. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de négociation sur table. Comment est-ce que vous observez cette crise-là aujourd'hui, ce blocage qui nous empêche vraiment de reprendre les cours? D'abord, je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez m'exprimer sur ces problèmes qui pratiquement secouent le pays depuis quelque temps. Ouais. Et je voudrais aussi présenter mes excuses à vos téléspectateurs et auditeurs parce que j'ai la voix prise. C'est la médiation qui a fait ça? Non. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre voix? Donc, en ce qui concerne maintenant la question qui est posée, c'est avec le cœur meurtri qu'on revoit encore cette crise ressurgir pendant que toutes les conditions devraient être réunies ou étaient supposées être réunies pour qu'on n'en parle plus. C'est une crise qu'on a suffisamment commentée l'année dernière et en début d'année. Et puis, finalement, grâce à l'intervention du président de la République, une solution a pu être trouvée et un accord a été signé. Je pense que cet accord devrait être au moins respecté. Lorsque je parle... Attendez. Lorsque je parle de respect, je ne suis pas en train de parler des termes et de l'accord même, mais de l'esprit de l'accord. Parce que déjà, c'était le résultat d'un dialogue, d'une négociation et l'amorce de la création de confiance entre les partis, l'État et le syndicat. Aujourd'hui, on se retrouve comme si absolument rien n'a été fait dans un contexte de plus en plus dégradant. Je pense que nous devons, tout le monde, se ressaisir. Quand vous dites que cet accord devait au moins être respecté dans son esprit, à quoi vous voulez faire allusion? Regardez, on dit que l'État est une continuité. Et j'écoute récemment les commentaires sur les accords qui ne sont jamais respectés et qui conduisent aux crises. On aurait pu au moins mettre cet accord-là à l'abri de cela. Si, sur le plan politique, les accords peuvent être traités de cette façon-là, ce que je ne comprendrai même pas, il s'agit là de l'éducation, un secteur sensible, pour moi, qui est un secteur prioritaire. Et aujourd'hui, il y a plus de 2 millions d'enfants guinéens qui sont en dehors des classes. C'est ce qui est en jeu. Alors, moi j'ai un problème. Maintenant, lorsque l'accord prévoit que les 8 millions pouvaient faire l'objet de discussion, mais discuter. En tout cas, c'est l'accord qui le dit. Voilà, mais c'est l'accord qui l'a dit. Discuter. Qui a prévu donc l'ouverture des couloirs de négociation. Il ne faut pas fermer la porte à cela. Quelles que soient les difficultés, il faut continuer à maintenir le cadre et préserver la confiance pour que les gens, on puisse rapprocher les positions. Oui, mais bien sûr que le couloir de négociation a été ouvert. C'est ce que je ne comprends pas en fait dans le propos. Il y a eu un couloir de négociation qui est justement ouvert et c'est autour des 8 millions. Maintenant, le gouvernement a apporté des propositions, le SLEG apporte les siennes. Quand je disais tout à l'heure que je ne comprenais pas, c'est justement en quoi cet accord ou même son esprit n'a pas été respecté. Non, Tamba, tu as dit tout de suite là qu'il y a un problème d'ego. C'est en violation de l'accord. Ça met en danger l'accord. Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est toi qui le dis. Et lorsque on en arrive là,
Je pense que la question, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui a fait qu'une opportunité aussi simple puisse nous conduire à des problèmes d'ego? Moi, je pense que ça, c'est une question extrêmement importante. Et n'oublions pas trop le contexte dans lequel nous sommes. Moi, à mon avis, il n'est pas tard de trouver une solution. Il n'y a pas... Personne ne va gagner. Ouais, justement, comment y arriver? Justement, comment y arriver? Comment C'est ça y la arriver question. à ce stade de la crise? Tamba parlait tout à l'heure de guerre d'ego. On a le SLEG qui à un moment disait que non, d'ailleurs, les 8 millions ne sont pas négociables. Le pouvoir qui dit niet. À ce stade, sur quoi est-ce qu'il faut miser pour sortir de cette crise? C'est-à-dire abandonner les positions extrêmes. Vous savez, lorsqu'un problème de négociation se pose, qui devrait pouvoir être accepté, en tout cas rapprocher les positions au niveau médian, les protagonistes font des propositions vraiment qui soient à l'extrême et à leur faveur. Donc il ne faut pas que ça nous traumatise. Abandonnons ça. C'est-à-dire que, permettez-moi, En parlant de permettez, le SLEG peut dire 8 millions, 100 millions. C'est une proposition. L'État peut dire 100 000, 200 000. Moi, je ne sais pas pourquoi. On veut, nous qui sommes en train de commenter, on est des leaders, travaillons à leur dire, vous avez... Au-delà d'être leader, vous êtes également un soutien à S'il vous plaît. Bakar Souma, il faut le rappeler. Pardon? Au-delà d'être leader, vous êtes un soutien à Bakar Souma, il faut le rappeler. Non, mais attendez, moi, je ne suis pas syndicaliste. Vous l'avez Attendez. clairement affiché. Antoine, Il y a beaucoup d'accusations. Antoine, Mais Souma l'a dit clairement que vous étiez un soutien à lui. Antoine, Oui. je crois que je me suis suffisamment expliqué sur cela. Ouais. Arrêtons, il l'a dit tout de suite, de personnaliser les problèmes. On ne personnalise pas. Moi, je n'ai pas soutenu Bakar Souma. J'ai soutenu une cause, et par conviction. Le SLEG. Non, pas le SLEG. Le combat du SLEG. D'accord. Et donc les 8 millions, vous les soutenez? Non, attends. Je dis, je crois que tu l'as entendu, que on peut parler de 8 millions, qu'on parle de 100 000 aussi. Je viens de le dire tout de suite. D'accord. Donc ne me prenez pas des choses. Je pense que nous devons garder notre sérénité. Non, les propos... non. Oui, Ça me justement. semble Monsieur Sano, Abakar, non, si tu permets, sur les questions d'Antoine, parce que c'est important, il faut crever l'abcès. On sait que dernièrement, à l'aune de cette grève, la dernière grève du SLEG, vous avez été accommodé de toutes les pièces. On vous a prêté beaucoup d'intentions et il y en a qui sont allés même jusqu'à penser que vous fomentiez un coup d'État pour renverser le régime. Disons les choses, monsieur Sano. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce que vous pensez que vous entendez les mêmes accusations vous revenir, venant notamment du camp présidentiel? Non, écoutez, j'aurais souhaité vraiment ne pas parler de ma personne lorsqu'on est en train de parler de... Mais si, c'est important. C'est important. Nous avons pu apporter notre concours pour la sortie de crise. On n'était pas seul. D'autres personnalités comme le médiateur, comme toutes les personnalités qui viennent d'être citées tout de suite, Monsieur Koutoubou Sano et puis le ministre Thibou, tout le monde a œuvré. Il y a d'autres aussi, beaucoup d'autres, ont apporté leur contribution pour que la crise là soit atténuée. Après, vous savez, c'est vous qui dites que j'ai été même accusé de vouloir faire un coup d'État. On a dit toutes sortes de choses. Ce n'est pas pour rien que le président vous a reçu, que le président a demandé à vous recevoir. Le 15 mars, oui. Devant vous ici, je me suis expliqué sur ça. Mais ça n'a pas arrêté. Les persécutions continuent et ça continue encore à partir de la présidence. Jusqu'à maintenant. Mais je veux rassurer tout le monde sur une chose. On ne me fera pas taire, quel que soit le prix. Mais comme cela n'est pas le débat, nous sommes là aujourd'hui pour donner notre avis sur cette crise, cette malheureuse crise, et qu'on peut encore circonscrire. Moi, je voudrais demander, parce que vous posez la question de savoir comment il faut faire. Oui. Il faut que le Premier ministre, qui a la responsabilité du dialogue social, prenne ses responsabilités en comprenant
que la crise ne peut pas être un problème personnel. Je pense qu'il y gagnerait mieux. Il a commencé... J'aime bien ce que vous êtes en train de dire. La crise ne peut pas être un problème personnel. Il a commencé... Le même discours, le tiendriez-vous à Aboubacar Souma mais attendez... Parce qu'il semble que ce soit attendez, la même chose attendez. Vous savez, c'est l'État qui nous régit. C'est lui le chef du gouvernement. C'est lui qui a la responsabilité du dialogue. Et c'est pas moi qui l'ai dit. C'est toi qui dis qu'il y a un problème d'ego entre Kassouri et Abakar Souma, tu l'as cité. Donc, c'est ce que je prends là. Il avait bien commencé lorsqu'on l'a vu faire le tour déjà des états-majors politiques. Je pense que cet esprit doit être consolidé. Dire il n'y a pas 8 millions aujourd'hui, il n'y a pas 8 millions en 2019, il n'y a pas 8 millions en 2020. Moi, je consens. Mais dites, on paye 500 000 parce que ça, c'est pas 8 millions. OK? Venez, voyez, ou en tout cas, voilà quels sont les problèmes auxquels nous sommes confrontés et qu'est-ce qu'on peut. De l'autre côté, les syndicalistes, notamment Abakar Souma, parce qu'on personnalise toujours les problèmes en Guinée. L'État, et là aussi, c'est un gros piège dans lequel on se retrouve. Peut-être quand l'occasion sera donnée, je pourrai donner mon point de vue sur ce piège-là qui est en train de nous amener, si on y prend garde, au déluge. Bon, alors l'État n'a qu'à au moins faire une proposition. Oui. J'ai entendu dire certaines choses. Effectivement. Attendez. Effectivement, on va le saluer. Il faut que nous, surtout vous, parce que vous n'êtes pas n'importe qui ici, aujourd'hui en Guinée, que vous puissiez faire en sorte... Déjà, ce sont les lignes qui bougent comme ça. Quand on dit, bon, ils n'ont qu'à faire quand même quelque chose. Ça veut dire qu'il y a une volonté. Est-ce que le fait de dire 8 millions ou rien, c'est la réponse à quelque chose d'autre pour monter les enchères? Quand on dit on ne paye pas 8 millions, est-ce que c'est une manière de négocier aussi? Ça, tout cela, moi, à mon avis, ce n'est pas des choses qui me perturbent. Les grandes gueules. Je pense que la force du dialogue doit être priorisée et que cela devrait pouvoir... Antoine, permets. Antoine, si tu permets, Antoine, j'aimerais... Demander 8 millions et après dire qu'il fasse quelque chose, c'est comme si on n'avait pas d'argument solide pour soutenir les 8 millions. On a comme l'impression que le SLEG n'a pas d'argument assez poignant pour soutenir la question des 8 millions. Demander 100 000 francs guinéens en lieu de place de 8 millions, Antoine. On a comme l'impression que le SLEG est désespéré Antoine. et qu'il ne sait plus à quel sens se vouer. Antoine, ça c'est une réflexion dangereuse. Oui. On est dans une situation très grave. La situation là peut dégénérer. Les grandes gueules. Un rapport de... Attendez. Non, attendez. C'est un rapport de force qui est engagé, qui ne devrait pas être. Il peut arriver que l'État, dans sa rigueur, casse le mouvement. Le SLEG n'aura rien. 100 000, c'est mieux que rien. 500 000, c'est mieux que rien. 800 000, c'est mieux que rien. Quittez-vous, journalistes, dans la logique d'entretenir la confrontation. Qu'est-ce qu'on doit dire pour que dans le position se rapproche? Ouais. C'est ce qui nous semble être important. Que le SLEG de 8 millions, ça tombe à 100 000, ou ça tombe à 2 millions, 5 millions. Personne ne gagne dans ce problème. Je suis du même avis, mais je suis du même avis. Le débat ne doit pas se poser en ces termes. Ouais. Abakar, première observation avant de poser ma question. Moi, je pense que depuis que nous sommes là, nous ne sommes pas dans une logique de confrontation. Nous observons ce qui est en train d'être fait. Pas du tout. Nous lisons les textes qui sont liés à ça et nous essayons de l'interpréter. On essaie d'apporter notre part à cela. Nous avons le droit d'avoir cette lecture. Nous avons le droit d'avoir... C'est en cela que je vous encourage. Non, parce que depuis le départ, gardez votre sérénité, sortez de cette logique de confrontation. Non, Monsieur Sano, on a l'habitude d'avoir des interviews avec vous, mais c'est important quand même de vous dire. Moi, je comprends que vous êtes dans une logique du médiateur qui doit éviter de frustrer une telle ou une telle partie, mais dites la vérité. On en a besoin quand la situation est grave à ce point. Parce que nous avons tous conscience que ça peut dégénérer. Et c'est pourquoi nous demandons tous les matins à l'État d'aller négocier. Et par le même moment, nous demandons au SLEG d'avoir une certaine flexibilité. Vous nous avez dit, c'est normal, on peut demander 8 millions. Moi, j'ai posé une question bien simple.
Moi, personne n'est contre le droit de grève. Mais on pose la question, sur quoi repose la réclamation des 8 millions comme salaire de base? Vous connaissez bien la structure du salaire et les implications après, si on paie un salaire de base de 8 millions pour chacun. Mieux, je vais avancer pour vous laisser réagir entièrement. On vous dit, ce salaire de base, les 8 millions, il est négociable. Par 2 fois, on a entendu le SLEG revenir nous dire, d'ailleurs, ce n'est plus négociable. On comprend que l'on ait voulu monter les enchères. réagir, monter les enchères, mais quand on a un tel pouvoir entre les mains, je pense qu'il faut faire attention. Au-delà de cela, ce qui me dérange, c'est la forme. Et j'aimerais bien sûr vous entendre là-dessus. Aboubacar Souma est un syndicaliste comme n'importe qui. Mais il menace d'autres enseignants. Et il leur dit, si vous allez en classe, on va prendre vos matricules et on va s'occuper de vous. On dit à des enseignants, vous qui enseignez au privé, arrêtez d'enseigner au privé, comme ça on va avoir plus de force. Et on menace de prendre la fatwa contre nous. Voilà, et ça a été pris. Ouais. Ça a été pris à Aboubacar. Et ça a été pris à Aboubacar Diallo. Il y a même un enseignant qui a été battu à cause de cela parce qu'il n'a Les pas grandes voulu gueules. suivre la cour. Alors, monsieur Sano, vous savez bien comment ça fonctionne. Encore une fois, sur la forme, et c'est important, est-ce que vous prenez en compte ces agissements qui méritent d'être recadrés? Tamba, je veux rappeler que je ne suis pas syndicaliste. Vous ne m'avez pas posé la question sur les 8 millions. Quels sont les fondements? Ce n'est pas mon affaire. Mon affaire, c'est qu'il y a 3 millions, ou près de 2 millions d'enfants qui sont en dehors de la classe qui y viennent. Et ça, c'est de la responsabilité d'abord de l'État, ensuite certainement des enseignants et des parents. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Comment les deux vont négocier, ce n'est pas mon affaire. Seulement, je pense, ce qui m'intéresse entre les deux, c'est qu'on crée un couloir pour qu'ils puissent se parler et qu'on s'investisse à cela. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Là, les intimidations, les affectations arbitraires Mais justement, dont sont victimes les enseignants. C'est important. Ah oui, clair. Même si vous êtes syndiqué, vous avez le droit de suivre une manifestation. Ça envenime la syndicale situation, ou Tamba. pas. Ça envenime la situation. Oui, mais bien sûr, ça envenime la situation. Tamba, arrêtons la crise. Cherchons par tous les moyens à atténuer les crises dans le pays. Et moi, je suis d'accord avec toi que le syndiqué ou le travailleur qui ne veut pas suivre un mot d'ordre est libre, c'est ses droits. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais nous sommes dans un contexte dans lequel il ne faut pas se mettre à analyser les problèmes en les détachant du contexte. Sinon, on se trompera. Bien, allez-y, Mafoudia. Je ne sais pas si vous avez eu vent de cette proposition quand même de la partie gouvernementale qui revient déjà sur les raisons qui font que l'État ne peut pas faire face à cette demande du SLEG, notamment ils disent qu'en tenant compte du fait que les salaires de tous les fonctionnaires ont été augmentés de 40% courant 2018, que la Guinée est dans le programme avec les institutions de Bretton Woods, que la loi des finances de 2018 a enregistré des perturbations dans son exécution par des dépenses imprévues, que le ratio salaire-produit intérieur brut obéit à un seul universellement admis et que le salaire minimum interprofessionnel garanti en Guinée est de 440 000. Toute autre modification de SMIC pour un secteur particulier nécessite des études et concertations sur la base des réalités économiques et sociales du pays. Le gouvernement dit donc ne pas pouvoir faire face. Et plus loin, on demande au SLEG de suspendre la grève et de continuer les négociations en même temps. Est-ce que vous pensez que cet élément aurait pu quand même permettre de revenir autour de la table et de suspendre la grève? Attendez, vous parlez... D'abord, je souscris parfaitement qu'une proposition de suspension de grève, à une proposition de suspension de grève pour négocier. Mais tout cela s'obtient dans le micro, s'il vous plaît. De la table de négociation. Et ça, c'était autour de la table de négociation. Attendez, parce que votre intervention, je n'ai pas tout retenu, parce que c'est trop long. Vous avez lu quelque chose. Mais je vais relever 2 choses. Premièrement, vous dites qu'il y a eu une perturbation. Je réponds à votre question. La deuxième chose, on dit des dépenses imprévues. Ça veut dire des dépenses illégales. Des dépenses imprévues. Les grandes gueules. Non. Des dépenses imprévues ne sont pas nécessairement illégales. Vous savez comment ça fonctionne.
Écoute. Quand c'est pas dans la loi. Non, il y a toujours des dépenses imprévues. Ce n'est pas pour autant que c'est illégal. Attends. Bien, il faut l'écouter. Écoute-moi. Il est prévu dans le budget, effectivement, des dépenses qui peuvent servir à cela. Mais dans quel ordre? Et à quelle date vous avez reçu ça? C'est-à-dire, il y a des... Quittons le terrain là. Essayons de parler de la nécessité de dialogue et de favoriser le dialogue. Oui, parce que c'est ça argument-là. Le dialogue sur quoi? Comprends pas. Parce que ce dont je vous parle ici, c'est un responsable du côté du ministère de l'Éducation qui était partie prenante du dialogue, qui est venu dans ce studio, qui nous a présenté la proposition du gouvernement. Et là, mais quelle est la proposition? Parce que vous n'avez pas parlé de proposition ici, Bafoulia. Non, il n'y a pas de proposition. Non, à la fin, je vous ai bien dit, vous n'avez pas suivi, qu'on demande au SLEC de suspendre la grève et de poursuivre. Mais je dis encore une fois, il n'y a pas de proposition. Il n'y a pas de proposition concrète. J'ai commencé par ça pour dire que c'est une proposition qui ne peut être obtenue, vous n'écoutez pas, qui ne peut être obtenue qu'autour de la table. Mais ensuite, il continue. Écoutez, Mafoudia, c'est pas à vous de défendre ça parce que vous n'êtes pas dans la négociation. C'est seulement... S'il vous plaît, les grands c'est une bonne idée de dire. Monsieur Sano, s'il vous plaît. Ce sont les arguments qui sont en train d'être déclinés. Et moi, je vous les montre pour que vous réagissiez. Parce que mais vous ne me permettez pas de réagir. Bien, on va laisser l'invité s'exprimer, s'il vous plaît. Bien. On va progresser, allez-y. Ce matin, vous êtes différent. Les grandes gueules. Non, attendez. Bien. C'est-à-dire que vous posez des questions. On le trouve d'ordinaire assez flexible. Convenant. Non, mais ce matin, avenant. C'est que vous posez des questions et permettez-moi, parce qu'on est en train de parler d'une question sensible aujourd'hui. Si vous ne permettez pas à vos invités de s'expliquer, ça ne peut pas aller. Dans le micro, allez-y. Monsieur Abdourahmane Sano, président de la PQD, notre invité en ce mardi. Allez-y, Jacques Lewaleno. Voilà, merci. Moi, je voudrais poser cette question parce que c'est vrai, on vous entend dans les médias, vous et puis d'autres acteurs de la société civile. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez possibilité, vous, de rapprocher, n'est-ce pas, ces deux camps? Parce que au-delà de ce que vous faites, on n'a pas encore entendu. Je crois il y a quelqu'un comme Dansa qui, à un moment donné, avait envisagé aller sur ce terrain-là pour écouter les deux parties, mais je crois que ça n'a pas prospéré. Est-ce qu'aujourd'hui, du côté des organisations de la société civile, il y a des démarches en vue pour aller vers le gouvernement et vers le syndicat afin de trouver les moyens quand même d'ouvrir cette discussion-là? La question d'un auditeur. Pour avoir été membre du gouvernement de la République, connaissant les réalités du pouvoir, étant ami du SLEG, est-ce que notre ami Sano est prêt à accepter d'intégrer le comité de médiation pour sauver la situation? Et c'est donc un auditeur qui vous pose cette question. Je crois que c'est... Encore une fois dans le micro. Voilà, c'est la même question. Je suis disposé. Si vous étiez sollicité. Je suis disposé. Il faut être sollicité parce que si tu veux négocier entre deux personnes qui ne te reconnaissent pas l'autorité de médiation, à quoi tu vas ressembler? À quoi tu vas ressembler? Il faut... Si je suis sollicité, en tout cas je suis 1000% pour ce que les positions... Si vous étiez sollicité aujourd'hui et que vous faisiez partie de ce comité de négociation, quelle touche particulière allez-vous apporter à ce débat? Non, je n'ai pas... Qu'allez-vous proposer concrètement comme solution? Non, je sais que vous n'avez pas un bâton magique, mais à l'état actuel, parce que tout le monde se demande par quel bout sortir de cette crise. Comment rapprocher les deux positions? Qu'est-ce qu'il faut dire au gouvernement, à la partie gouvernementale? Et qu'est-ce qu'il faut, quel message adresser au SLEG pour qu'il ait au minimum, un minimum d'accord pour nous permettre de sortir de cette situation, M. Sano? Elle devient de jour en jour assez préoccupante, M. Sano. Les grandes gueules. D'abord... Quel message aux deux parties? Accepter. J'avais commencé à parler du PM. Oui. J'allais aller vers le syndicat. Qu'allez-vous Malheureusement, Tamba m'avait interrompu. Qu'allez-vous dire au PM? Accepter de parler. On le sait. Non, attends. Ce que j'ai dit là, on est autour du dialogue. On est autour de la table du dialogue. Écoute maintenant, Babacar. Oui. Tu sais,
il faut que le syndicat vienne autour de la table de négociation. Dans cet esprit-là, le rôle du médiateur, c'est pas de venir déjà avec une solution faite et tu essayes de mettre ça sous la table. Non. Vois d'abord, tu évalues des deux côtés quelles sont les prédispositions à aller. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut tenter de rapprocher les positions. Moi, je ne peux pas me prononcer a priori sur cela. Ce que je dis et ce que j'ai toujours fait. En 2013, j'ai été sollicité ici. J'ai travaillé sur le rapprochement dans le cadre de la médiation. La PECUD, nous avons travaillé au rapprochement des positions entre l'opposition et la présidence de la République. Alors, quand il y avait la crise sur les élections municipales. On a intervenu dans la crise de 2016, la crise syndicale de 2016. C'était par mon biais que le rapprochement a été fait avec le Parlement. Ouais. Cette crise aussi, j'ai joué ma modeste contribution à cela. Je serai toujours disposé, malgré toutes les compréhensions dont je suis l'objet, je serai toujours disposé à travailler. Bien, M. Abdourahmane Sano, président de la PECUD, notre invité, Antoine. C'est important de parler d'une autre crise, celle politique. On assiste à des manifestations de rue à l'issue desquelles il y a des cas de mort. On a atteint le seuil de 101 morts. Aujourd'hui, c'est quoi la réaction de la PECUD par rapport à ces cas de mort et à ces accusations contre les forces de sécurité? D'abord, je voudrais vraiment m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui sont disparus à l'occasion des violences politiques ou sociales ici en Guinée, ou en tout cas des manifestations politiques et sociales, parce que c'est toujours douloureux de perdre une personne chère, c'est toujours douloureux de perdre un citoyen, surtout dans l'exercice de sa citoyenneté. Et je le dis aussi bien pour les civils qui ont perdu leur vie que pour les forces de défense, pour les forces de sécurité qui ont eu à perdre leur vie dans ces douloureux événements. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Et nous avons en face de nous notre invité qui n'est autre que M. Oumar Tounkara. Il est le secrétaire général adjoint du SLEG. Il est avec nous. Bonjour M. Tounkara. Bonjour les grandes gueules. Bienvenue dans notre émission. Merci. Bien, et à ces négociations qui vont reprendre aujourd'hui, nous avons vu ce qui s'est passé hier du côté du siège du SLEG. Le gouverneur M. Luceni Nabé s'y est rendu accompagné de M. Abdoulaye Sow de la FESABAG. Comment en est-on arrivé à ce qui va se produire aujourd'hui, à ce déclic, on va dire comme ça, parce que cela fait plus de 6 semaines que vous êtes engagé dans une épreuve de force avec le gouvernement et le dialogue est rompu. Qu'est-ce qui a contribué à ce déclic, M. Tounkara? Bonjour, M. Diallo. Vous savez, le conflit est inhérent à la vie humaine. Conflit entre époux et épouses, conflit entre agriculteurs et éleveurs, conflit entre politiciens de plusieurs partis, conflit entre jeunes, moins jeunes et âgés, conflit entre employeurs et employés. C'est normal dans la vie. Mais ce qui est mauvais, ce qui est pire, c'est d'attendre que le conflit se transforme en crise. Et je crois que c'est la philosophie de la plupart des autorités guinéennes. Au lieu que les autorités soient proactives, faire de l'anticipation, prévenir les conflits ou les gérer à temps, on préfère que la rue bouge, qu'on brûle des pneus, qu'on blesse, qu'on tue avant de gérer la crise. Les grandes gueules. Je voudrais remercier très sincèrement, au nom du Bureau exécutif national du SLEG, toutes les bonnes volontés qui se sont impliquées pour une sortie de crise. Pendant que certaines autorités nous diabolisaient, nous traitaient de tout, d'hommes indélicats, d'hommes manipulés par tel ou tel, vous savez, dans une société, il faudrait qu'il y ait des sages. Et c'est pour cette raison, je voudrais saluer très sincèrement
cette initiative du gouvernement de mandater auprès de nous un homme d'une sagesse sans pair, qui a su nous parler avec le langage qui sied. Avec le langage qui sied. Avec la différence qui sied. C'était quoi le langage? Il nous a dit que dans la vie, il faut toujours jouer à l'apaisement. Il nous a dit qu'il est bon qu'on trouve une solution à notre problème. Ce n'est pas des gens venus d'ailleurs qui vont trouver... Les autres ne tiennent pas ce discours. Vous savez, la façon de voir un objet dépend de la position de l'observateur. Je crois que ce monsieur, il est le produit de vous savez, chacun, on aime le dire que chacun est ambassadeur de sa famille. Vite en besogne. Est-ce que ce n'est pas parce que là, vous tressez des couronnes. Vous tressez des couronnes. Non, c'est un monsieur... Vous pensez que c'est l'homme providentiel? Non, je ne dis pas que c'est l'homme providentiel, mais tout homme qui nous sort de cette crise, je dirais que vraiment, il est le bienvenu. Et ce monsieur, je voudrais vous faire une indiscrétion, c'est un monsieur que j'ai connu sur les bancs de l'université. Il n'a pas changé de philosophie d'un iota, il a toujours œuvré pour rassembler les gens. Tout comme vous avez connu aussi le Premier ministre sur les bancs. Oui. Il se comporte différemment ou pas? Vous savez... Les caractérologues ont établi 8 types de caractères. Il y a les flegmatiques, les sanguins, les nerveux, les apathiques, les personnes sentimentales, les passionnés, les personnes introverties et les personnes extroverties. De toute façon, chacun d'eux a un caractère. Vous savez, le caractère, quoi qu'on fasse, il y a la culture et il y a la nature humaine aussi. Kassori, parlons de lui. Il vous surprend ou pas? Vous l'avez connu? Bon, vous savez, les circonstances agissent sur le caractère. Moi, il ne me surprend guère. Il ne me surprend guère. Il a sa philosophie, il a ses propres convictions qui le caractérisent. Maintenant, les discussions vont reprendre, c'est bien cela, vous nous rassurez aujourd'hui. Oui. Et quel sera le rôle du gouverneur qui est venu vous chercher? Est-ce que c'est lui qui remplace désormais les tout premiers que vous avez eus en début d'année, le Tibou Kamara, Koutoubou Sano, Khalifa Gassama Diaby? Parce que vous aviez demandé le retour de ces personnalités-là autour de la table. Vous savez, comme on aime à le dire, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est les signataires de cette négociation, on voudrait que ce soit eux-mêmes qui viennent négocier encore avec nous. Mais le gouverneur, monsieur le gouverneur, quand vous dites que monsieur le gouverneur de la Banque centrale n'est pas venu en son nom. Il a été mandaté par le gouvernement pour venir nous rencontrer. Il a fait cette rencontre dans les règles de l'art et de la façon qu'il s'y est. Monsieur Tounkara, vous dites qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Mais vous parlez de quelle équipe qui a gagné puisque les négociations ne sont pas encore finies, la grève continue. L'équipe qui gagne, c'est l'équipe qui met fin à cette grève. Non, vous savez, les 40% ont été obtenus auprès de 1001 problèmes. Il a fallu que la rue bouge. Mais avec l'implication des ministres Gassama Diaby, du ministre Tibou Kamara, du ministre Cheikh Talibi et tant d'autres, et on a pu avoir les 40. Vous estimez aujourd'hui que la présence simplement de cette première équipe avec laquelle apparemment vous vous entendez bien permettra de décrisper la situation, permettra d'aboutir à une solution. Vous mettez cette option sur la table d'emblée? Je préjuge d'une réussite avec cette équipe. Avec quel état d'esprit vous allez dans ces nouvelles discussions? Dans ces nouvelles discussions, on va avec un état... Est-ce que vous partez, je finis ma question, est-ce que vous partez avec une position rigide, telle qu'on l'a entendu récemment, à se dire que désormais, les 8 millions sont non négociables? Avec quel état d'esprit vous allez, vous allez aborder ces nouvelles discussions? Bon, les 8 millions sont négociables. Bien, alors. Négociables, je dis, à haute et intelligible voix, sous le contrôle du bureau exécutif national du SLEG. Les 8 millions sont négociables. Vous êtes en phase avec Aboubacar Souma? En phase avec tous les membres du bureau exécutif national, les 8 millions sont négociables. Si les négociations c'est un nouveau discours qu'on entend. Je le dis à haute et intelligible voix. Bien. Les 8 millions sont négociables. Qu'est-ce qui nous a fait mal? Même s'ils étaient devenus non négociables récemment. Non, vous savez, c'était la colère. Il y a le contexte. Il y a le contexte. Vous admettez, vous savez, quand on est dans un état d'âme qui ne sied pas à la compréhension, chacun peut avancer des invectives. Vous êtes très différent d'Aboubacar Souma. Vous êtes différent. Non, c'est pas. C'est que je dis les 8 millions sont négociables. Vous êtes différent d'Aboubacar Souma du point de vue tempérament. Non, on n'est pas différent parce qu'on n'a pas la même philosophie. Donc, est-ce que quand même vous reconnaissez que c'était une bourde de la part du SLEG de dire que les 8 millions étaient non négociables? Non, c'était pas une bourde, c'est le contexte. D'accord. C'est le contexte. Alors, c'est tout comme ce matin, personne
personnellement, j'ai l'impression qu'il y a plus de flexibilité. On n'est plus très, très dur sur les termes de la négociation. Et vu ce qui a déjà été proposé par le pouvoir, est-ce qu'il est possible que vous mettiez, vous alliez sur un autre terrain, c'est-à-dire pas que les 8 millions, mais que par exemple vous soyez accessible à d'autres propositions liées à l'amélioration des conditions de vie des enseignants? Parce que ce sera aussi des propositions. Merci Maf qui aujourd'hui parle au nom du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Je voulais vous dire ceci. Non, vous n'allez pas passer comme ça. C'est hier par rapport à Sano, effectivement, lorsque j'essayais de montrer la proposition du gouvernement à Sano, mais c'est effectivement cela le problème, je ne défendais pas. Je supposais à la base que Sano n'était pas au courant de cette proposition. C'est pourquoi je revenais sur les clauses de cette proposition pour qu'il puisse répondre à ma proposition de savoir est-ce que le SLEC pouvait partir à partir de là autour de la table. Les grandes gueules. Je ne suis pas dans ce studio pour défendre une position. Merci, madame. Posez une question, monsieur. Bon, bien. Les 8 millions sont négociables. Vous savez ce qu'on appelle négocier. Chacun abandonne une partie de sa vérité pour qu'on aboutisse à un compromis. Ouais. C'est ça la négociation. Le SLEG n'est pas fermé à la négociation. Le SLEG est ouvert à la négociation. Ce qui nous a fâchés, on a dit 8 millions. Depuis le 13 mars 2018, le gouvernement ne nous a rien proposé. Si le gouvernement nous proposait quelque chose, on pouvait s'entendre. Mais dire non, on ne peut rien gagner, c'est ce qui nous a fâchés, c'est ce qui nous a irrités. Et vous sentez un fléchissement dans la position du gouvernement de Kassory Fofana dans ces négociations? Parce que Kassory, à plusieurs reprises, il a répété qu'il ne peut rien vous offrir, ni cette année, ni en 2019, encore moins en 2020. Oui. Est-ce que vous allez exiger, mordicus, qu'on vous fasse une proposition, si petite soit-elle, sur cette revendication de 8 millions? Vous savez... Vous tenez forcément à ce que vous obtenez quelque chose. Absolument, il faut qu'on ait quelque chose de 8 millions. C'est ça. Et en 2018, c'est là le problème. Et en 2019. C'est pas un problème. Pourquoi c'est pas un problème? Année, c'est bien possible, nous ne rêvons pas debout. Il faut qu'on ait quelque chose et en 2018 et en 2019. D'accord. C'est ce qui complique la donne, monsieur Toubara. Oui. Concrètement, combien mettez-vous sur la table? Combien, selon vous, est à mesure, plus ou moins, de vous satisfaire pour que les élèves puissent reprendre classe? Parce que ce qu'on comprend bien, c'est que la position du gouvernement, c'est que niet 8 millions, c'est pas possible jusqu'en 2020. Aucun franc d'ailleurs n'est pas possible. C'est ça la position du gouvernement. Aucun franc n'est possible jusqu'en 2020, mais d'autres mesures d'accompagnement évidemment sont mises sur table. Vous balayez d'un revers de main ces mesures-là et vous êtes accrochés à l'idée d'obtenir finalement quelque chose. Et donc, pas fondamentalement 8 millions, mais quelque chose. Combien? Bien. Je n'ai pas qualité de déterminer ce montant-là dans votre studio ici, les grandes gueules. Mais il faut forcément... Ce sont les négociations qui vont déterminer le montant qui doit être donné par les... Oui, mais au cours des négociations, vous avez des échanges. C'est au gouvernement de proposer un montant au SLEG. Ce n'est pas à nous de proposer un montant, parce que nous demandons. C'est le gouvernement qui a les moyens, les possibilités de nous dire, des 8 millions que vous avez demandé, nous vous proposons ceci. Et si la proposition est consistante, acceptable, nous l'acceptons. Au cas contraire, nous la rejetons, bien entendu, en nous référant à la base. Vous avez compris, ça chauffe le thermomètre qui monte dans ce studio. On va y revenir avec notre invité. On va le garder encore pour quelques minutes pour la deuxième partie. Monsieur Oumar Tounkara, secrétaire général du SLEG, mordicus, le SLEG qui veut obtenir quelque chose aussi bien en 2018 que pour les années prochaines. Bien, la suite. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Oh, Tamba, on poursuit cette interview avec notre invité. Alors, justement, tout à l'heure... Peut-être sous le vif, vous avez écouté votre responsable de la communication. Oui, de la communication, Mohamed Bangoura. Est-ce que ça va désormais être la ligne que le SLEG va adopter? Pas de négociation sans libération. On a l'impression que on ne parle pas d'une même voix au sein du SLEG, franchement. Nous parlons d'une même voix. Mais j'en ai pas le sentiment, honnêtement. Je le dis encore à haute voix, nous parlons d'une même voix. Le cas de nos copains, de nos camarades détenus, a attiré notre attention. Et les médiateurs sont engagés à mener des démarches pour qu'ils soient élargis. D'accord. Donc, je crois que... Mais il n'y a pas que le cas de vous. Non, je dis tous ceux qui sont détenus.
Il y a le cas de ces enseignants de Gawal. On va entendre tout à l'heure, M. Djambar. Oui, permettez que je pose ma question. Il y a aussi le cas de ces enseignants de Gawal. Il y a un enregistrement audio là-dessus dans lequel le préfet est plutôt menacerait donc ces enseignants. Comment vous réagissez à tout cela, à tous ces cas de menaces, vous savez, d'exactions? Il y a des préalables. Parmi ces préalables, on a dit l'arrêt de l'ingérence de l'administration dans les affaires syndicales. Il appartient au ministre de l'Éducation nationale de l'alphabétisation, au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, de produire des actes allant dans ce sens pour faire le distinguo entre les administrateurs et les syndicats. Les administrateurs s'occupent des problèmes administratifs et les syndicats s'occupent de la défense des intérêts matériels, moraux et financiers des enseignants. Donc sur ce plan, il n'y a pas d'amalgame. Tous ceux qui ont été arrêtés pour faire de grève, nous avons posé le problème à ceux qui se sont engagés pour la médiation, pour la facilitation, afin qu'ils soient élargis pour qu'on puisse continuer la négociation dans la sérénité. Parce qu'on ne peut pas négocier dans la sérénité pendant que les autres sont privés de leur liberté. Donc, ces négociations sont maintenues aujourd'hui? Elles sont maintenues, et je le dis à haute voix, et en me fondant aussi sur les déclarations que le bureau exécutif national du SLEG a eues avec monsieur le gouverneur de la Banque centrale, les secrétaires généraux de la FESABank et du port, monsieur le camarade Camara. Bien. On connaît bien la position du Premier ministre, on l'avait déjà évoqué. Il disait sur les 8 millions, il n'avait pas un copec. Par contre, des propositions du genre à venir sur d'autres mesures d'accompagnement, d'autres compléments du salaire comme les primes d'éloignement, les primes au logement, une certaine revalorisation. Je reviens bien sûr sur cette question parce qu'elle est importante. Est-ce que le SLEG est ouvert à ce genre de propositions provenant du gouvernement? C'est la première question. La deuxième question, il faut quand même faire face à une réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui est en train d'être fait, c'est le travail sur la prochaine loi de finances. Et vous dites que vous voulez que il y ait une augmentation à partir de 2018, pour 2019 et ainsi de suite. Comment, pratiquement, est-ce que ça va être possible si l'année budgétaire est en train d'être clôturée et que l'on est en train de vouloir adopter une nouvelle loi de finances? Merci pour ces questions. Si son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dit qu'on ne peut rien avoir en 2018, moi je crois que c'est une erreur monumentale. En tant qu'économiste pétri de talent et d'expérience, notre revendication date du 13 mars 2018. Mars, c'est le 3e mois de l'année. L'administration est une continuité. Il a hérité d'un accord signé par son prédécesseur, les plus hautes autorités de l'éducation de la Guinée, les plus grands commis de l'État. Et puis, on a fait la loi rectificative des finances. Si notre requête attirait l'attention des autorités, si ça leur tenait à cœur, je crois que la loi rectificative des finances aurait pris nos revendications en compte. Maintenant, que ce soit maintenant ou en 2019, il faudrait qu'on ait quelque chose en 2018, ne serait que de façon rétroactive. Vous êtes des économistes. C'est-à-dire qu'on ait quelque chose au mois d'octobre, novembre, décembre, et peut-être qu'on aura, à partir de janvier, on va... En 2019, ça peut être payé en 2019. Okay. Mais il n'est pas question, pour quelque argument que ce soit, cadrage macroéconomique, Fonds monétaire international, Banque mondiale, facilité élargie de crédit, contraintes budgétaires, année budgétaire close, toutes ces théories économiques-là ne nous disent rien. Il faut qu'on ait quelque chose parce qu'il y a l'argent. Il suffit qu'il y ait un minimum, vous ferez que je finisse. Bien. Il suffit qu'il y ait un minimum de volonté, un minimum de compréhension, vouloir changer nos conditions de vie. Et l'autre jour, la MAF, c'est pour ça quand je la vois, je suis très content. Il m'a demandé de parler des conditions de vie de l'enseignant. Je ne vais pas vous le dire par discrétion. Par décence. Parce qu'il y a les secrets professionnels qu'on ne peut pas dévoiler sur les grandes gueules, surtout c'est une radio à grande écoute. Il y a des enseignants qui ont des soubassements plus vieux que leur fils aîné. Il y a des enseignants dont les épouses ne connaissent pas le chemin de la boucherie. Il y a des gens qui ont fait 42 ans de service. Aujourd'hui, ils sont malades. On les sort, on les rentre, on les lave, ils n'arrivent pas à se soigner. Donc, il faudrait qu'on soit sensible aux conditions de l'enseignant. Si vous voyez que cette grève, nous insistons, nous voulons en finir avec la pauvreté. Nous voulons en finir avec la misère. On nous pompe avec des mots, des gros mots. Vous êtes le moteur, le miroir, l'alpha, l'oméga.
Mais nous, qu'est-ce que nous avons? Allez vers Forekari, allez vers 36. Les bâtiments qui sont là-bas, les immeubles, les villas, avec des couvertes en tôle, jaune, rouge, bleu, blanche, pardon. Ça n'appartient à aucun enseignant. Nous gérons la pauvreté au quotidien. Bien. Nous n'allons plus accepter de vivre dans la misère dans un pays immensement riche. Donc, que le Premier ministre dise que nous n'avons rien, il a fait une analyse économique. Au-delà de l'économie, nous voyons l'aspect social. Et puis, il y a l'argent qui circule à flot. Je ne cesse de le répéter. Nous préférons une mauvaise répartition qu'un manque de répartition. Et c'est ce qui nous arrive. Donc, nous sommes déterminés. Et nous n'allons plus accepter chaque année que ce soit des grèves. La grève qu'on a engagée là, il faut qu'on ait absolument qu'on sorte avec quelque chose. Les mains pleines et les poches pleines. Bien. C'est ça, je ne vous cache pas. Notre décision est là et nous ne varions pas. Il faut que nos conditions de vie soient améliorées. Bien, tant vaut l'école, tant vaut la nation. Non, Tamba, si tu permets. Tant vaut l'école, tant vaut la nation. Nous n'allons pas continuer à gérer la pauvreté dans un pays immensement riche. Et on a dit souvent que le niveau de développement d'un pays est égal au savoir de sa population. Pour un enseignement de qualité, il faudrait que les enseignants soient motivés, qu'ils ne se demandent pas qu'est-ce qu'il faut mettre dans la marmite et dans la poche. S'ils vont à l'école, l'attention est partagée entre les problèmes domestiques, les problèmes pédagogiques, les problèmes administratifs, les problèmes sociaux, les problèmes médicaux, les baptêmes, décès et mariages. Il y a des enseignants qui ont fait 10 ans sans aller dans leur village. Quiconque décède donne mes condoléances parce qu'ils n'ont pas de transport. Où allons-nous dans ce pays? Où allons-nous dans ce pays? Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Dernière ligne droite de cette interview avec M. Oumar Tounkara, secrétaire général adjoint du SLEG. Tamba, pour clôturer. Justement, une première observation très rapidement. Ça, c'est une des bêtises que le gouvernement commet. Le droit de grève est consacré par nos textes de loi. Pourquoi inquiéter des syndicalistes qui vont à la grève? Vous pouvez suivre vos mesures dans les limites que vous confère la loi. Mais quand quelqu'un observe la grève, pourquoi intimider? Pourquoi les inquiéter? Il y a des mutations, il y a des convocations. Tout ça, ça n'est pas pour arranger cette histoire dans laquelle nous sommes. Au-delà de ça, moi, c'est la nature même de la convocation qui me fait rigoler. Je suis indigné. C'est ridicule. Je ne peux pas comprendre qu'on adresse une convocation à un syndicaliste, qui plus est dans son droit de manifester, d'observer une période de grève, et que dans cette convocation, qu'il n'y ait aucune mention du motif pour lequel on l'appelle au poste de police. Et encore pire, c'est qu'il n'y a personne, en tout cas, il n'y a pas de plaignant. Le seul plaignant dans ce cas-là, c'est peut-être le commissaire de la police de Tougué. Alors, s'il a un compte personnel à régler avec ce syndicaliste, eh bien, il avait qu'à mentionner comme motif dans cette lettre de grève. Moi, si j'étais le syndicaliste, puisque le document n'est pas venu légalement, je contesterais cette plainte. Parce que cette plainte, à mon avis, elle n'est pas légale. Bien, Tamba. Et donc, on a écouté tout à l'heure, 2 minutes. Avant d'avoir notre invité au bout du fil, on a écouté Monsieur Tounkara. Ce descriptif est assez captivant et personnellement, il me touche. Et c'est ce qui m'amène à cette question. Est-ce que majorer le salaire de base est le plus important aujourd'hui? Est-ce que des mesures comme l'accompagnement sanitaire, des mesures comme l'accompagnement à l'habitat ne seraient pas plus intéressantes pour l'enseignant aujourd'hui que d'augmenter 100 000, 200 000 ou même 1 million sur le salaire de base que vous réclamez? Est-ce que ce ne serait pas la meilleure option pour vous? Bien. La meilleure manière de mettre l'enseignant à l'aise, c'est de lui donner un salaire décent qui lui permette de bien vivre, de bien manger, de bien épargner, de bien préparer sa retraite. Au lieu de construire des logements sociaux. Et puis ces logements sociaux dont on parle là, quand est-ce que les bâtiments vont sortir de terre? Quel est l'élément, quel est le bailleur de fonds qui va accepter un remboursement à 30 ans? Le plus payé à 2,5 millions. Et pour un bâtiment, il faut au moins 100 millions. Quelqu'un qui est payé à 2,5 millions, en combien d'années il va rembourser 70 millions? Donc, encore une fois, nous, les mesures là, ce que nous voulons, c'est l'amélioration de nos conditions de vie et de travail, surtout le salaire. Bien. Le salaire et que le gouvernement régule le marché. C'est ça. Bien. Le discours n'a pas varié. Toute dernière question. Je voudrais savoir, par rapport à votre changement de stratégie ces derniers temps, on vous a vu manifester devant les DCE et DPE du pays, et puis vous vous êtes fait accompagner, je ne sais pas si c'est avec votre demande, par des élèves. Est-ce que c'était
vous qui avez voulu vous faire accompagner par des élèves qui ont été perturber les cours dans les écoles privées. Le syndicat est corporatif. Il n'y a pas un syndicat d'élèves. Nous, notre mouvement, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, on n'a pas dit syndicat libre des élèves de Guinée. On a dit syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Notre syndicat, notre revendication s'adresse au gouvernement. Ce sont les enseignants qui ont revendiqué, ce n'est pas les élèves. Si les élèves ont agi, peut-être c'est par solidarité. Mais nous ne les avons pas conviés à ça. Nous, syndicats, nous, enseignants, nous pouvons faire notre affaire. Mais leur intervention, nous ne condamnons pas et nous n'encourageons pas. Bien. Encore une fois, le syndicat est professionnel. L'avis on a dit aux élèves de rester à la maison. À la maison. Pour terminer, vous allez donc tout à l'heure à 15h à ces négociations et donc vous avez dit vous allez avec un état d'esprit tout à fait ouvert à toute proposition qui viendrait du gouvernement. Quel message à l'instant T à l'ensemble de vos syndiqués et de l'ensemble des enseignants, des parents d'élèves, donc du monde de l'école guinéenne? Bien. Enseignants et enseignantes de Guinée, nous devons prendre notre destin en main. C'est maintenant ou jamais. Nous avons étudié dans la pauvreté. Nous sommes en train de servir dans la pauvreté. Si nous ne prenons pas notre destin en main, nous allons être admis à valoir nos droits à la retraite dans la pauvreté. Il faut que nous prenions notre destin en main. Il faut que la grève et les négociations puissent aller concomitamment. La grève continue. Tant que le général Abakar Souma ne dira pas à la radio ou à la télé que la grève est suspendue ou bien levée, vous devez continuer à observer le mot d'ordre comme vous l'avez fait. Bien. Et nous vous remercions pour avoir observé le mot d'ordre de grève sur toute l'étendue du territoire national, de Conakry à Kassa, de Koundara à Yomo. La grève et les négociations vont parallèlement. Le combat continue. Le combat continue, la grève continue. Camarades, salut. Camarades, salut, 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 salut. La suite. La suite. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Ouais, c'est parce que l'occasion est opportune et c'est un prix qui récompense les efforts, le combat de cette brave dame dans le cadre des droits de l'homme et des droits des femmes, surtout en République de Guinée. C'est dommage, Aboubacar Diallo, parce qu'on le dit très souvent en Guinée, c'est dommage que l'on ne reconnaisse pas chez nous. Effectivement. Du beau travail. Mais ça ne surprend pas parce qu'on dit généralement nul n'est prophète. Oui, en fait, c'est une réalité, c'est un constat qui devrait normalement changer. Il y a de ces sociétés qui reconnaissent le mérite de leurs acteurs. On le voit ailleurs, les sociétés occidentales notamment se démarquent des sociétés africaines où l'on reconnaît aux gens leur mérite pendant qu'ils sont encore en vie. Ce n'est pas toujours bien d'attendre que les gens ne soient plus là pour venir reconnaître. On a l'occasion, Tamba, de présenter ce beau trophée à nos téléspectateurs ou que vous regardez cette télévision. Un trophée magnifique, donc remporté par Mme Moussa Iroba au compte de son ONG à Windhoek. Donc, c'était récemment à l'occasion de sa participation à un forum de ce côté. Les grandes gueules. La paix passe aussi par la sauvegarde du droit des femmes. Les nombreuses violences basées sur le genre et sont de toutes sortes contribuent à effriter cette paix qui est plutôt fragile dans notre pays. Moi, je veux juste dire à Moussa Hiro, ce n'est qu'un début. Il faut persévérer, il faut continuer, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Ce trophée n'est pas le couronnement de vos efforts, il ne faut pas l'entendre comme ça, mais une invite plutôt à donner davantage de votre énergie, plus d'ardeur dans le combat que vous menez, parce que moi, je trouve qu'il est noble. Les Guinéens doivent le savoir et ils doivent récompenser ceux qui font du bon travail en Guinée. Merci, Jacques Léwalénon. Et moi, on l'a déçu. Félicitations à Mme Hiro qui, bien entendu, n'est plus à présenter. Je crois que son combat, c'est au-delà de ce qu'elle fait dans cette émission et dans d'autres émissions de radio. Elle est sur le terrain. Je pense que le fait de partager le terrain, le combat donc des droits de l'homme, le combat pour la protection et la vulgarisation des droits des femmes qui se fait sur le terrain à la rencontre des populations, à la rencontre des responsables politiques. C'est un combat à encourager et je crois que nous en avons besoin. On peut espérer qu'à la suite de ce qu'elle vient d'avoir au niveau de l'Afrique du Sud, qu'elle puisse continuer à inspirer d'autres jeunes dames, d'autres jeunes filles qui pourraient bien entendu porter, n'est-ce pas, le flambeau.
de ce combat-là. Parce que nous en avons besoin dans ce pays, je le disais tantôt et on va en parler tout à l'heure avec cette démission de Gassama Diaby. Aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce qui va se passer après? Il nous faut avoir des acteurs solides qui peuvent continuer, non pas à dénoncer tout simplement, mais à promouvoir, n'est-ce pas, les droits de l'homme pour qu'ils soient d'abord compris par les populations elles-mêmes avant de pouvoir, n'est-ce pas, les réclamer à nos autorités. Bien, Antoine, votre réaction? Vous l'avez dit, on n'est jamais prophète chez soi. Et si Moussa Hiro a été récompensé ailleurs, on ne peut que saluer l'acte. On sait qu'à l'interne, elle se bat beaucoup. Et grâce à elle, beaucoup de jeunes filles s'invitent dans la danse par rapport à la protection du droit des femmes. Je vois souvent cette jeune demoiselle dont j'oublie le nom, qui s'implique beaucoup également pour la protection du droit des femmes. Et souvent, j'ai souvent été réveillé à des heures tardives pour juste avoir le numéro de Moussa Hiro parce que des femmes, par endroits, ont été victimes de violences de la part de leur mari. Et très souvent, on la dérange parce qu'elle s'est illustrée dans ce combat-là. Et le dernier cas en date, ou l'un des derniers en date, c'est le cas Diarey Baldé, pour laquelle elle est convoquée devant la justice. Les grandes gueules. Elle n'a fait que relayer les propos d'une femme en détresse. Et pour cela, elle est convoquée à la justice. Mais on a vu le soutien dont elle a bénéficié lorsqu'elle a été convoquée devant la justice. Oui. C'est vous dire que le combat mené par Moussa Hiro est reconnu à l'international. Et pour moi, c'est un acte salutaire. Et ce trophée, certes, c'est pas le couronnement, comme l'a dit Tomba, du combat qu'elle mène, mais c'est surtout le début du combat qu'elle a entamé depuis longtemps. Bien. Peut-être forcément un mot, on va arracher un mot de la récipiendaire de ce prix. Les circonstances dans lesquelles le trophée a été effectivement. Peut-être rappeler les circonstances, c'est le 8e sommet sur la paix, parce que l'organisation qui a réuni toutes ces femmes, parce que c'est une organisation qui a été mise en place récemment en Guinée également, qui existe dans 52 pays africains, qui a réuni les femmes venues de ces 52 pays, mais aussi d'autres personnalités, notamment, vous avez vu certainement la publication que j'ai faite de l'ancien président tanzanien, M. Kikwete, l'ancienne première dame de la Namibie, mais aussi l'ancien président de la Namibie, qui ont été aussi couronnés grâce à leurs efforts qu'ils font pour accompagner les femmes dans la lutte qu'elles mènent, surtout dans le domaine de la consolidation de la paix. Parce que les études ont prouvé qu'actuellement sur le continent africain, il y a 40 crises. Des crises qui sont en train de détruire en quelque sorte cette paix que nous désirons, cette stabilité sur le continent africain. Les grandes gueules. Trouver de ce côté pour essayer de voir comment trouver des solutions. Des thèmes, des panels ont été animés. Moi, je devais animer un panel sur le rôle des médias dans la gestion des conflits et la consolidation de la paix. Le rôle des jeunes aussi, il y avait des panels sur le rôle des jeunes dans la gestion des conflits, la consolidation de la paix, le rôle des femmes, des imams, ainsi de suite. Au moment où je recevais ce prix, ce qui me faisait un peu mal, au moment où je recevais ce prix dans le cadre de la paix, dans le cadre du combat des femmes, en ce moment, exactement dans mon pays, ça n'allait pas. J'apprenais des nouvelles qui n'étaient pas rassurantes. Et c'est ce qui fait justement mal au cœur. De savoir que oui, c'est vrai que le mérite, il peut se reconnaître et tout, mais on aimerait que ça parte avec la réalité du terrain. Qu'on sache qu'on n'a que ce pays en commun. On n'a que la Guinée en commun. Et d'ailleurs, il se peut que nous pensions à organiser un sommet sur la paix en Guinée, où on peut retrouver toutes les parties prenantes de la vie sociale. Tout le monde, que les gens sachent que si on parle de Guinée, il faudrait qu'il y ait de la paix. Il faudrait que les gens s'entendent. Qu'on ne déchire pas ce pays. C'est notre havre de paix. On court à travers le monde. On peut partir. Il y a des gens qui ont des opportunités de partir vivre ailleurs. Mais on veut rester ici. Mais pour pouvoir rester ici, il faudrait qu'il y ait de la calme. Il faudrait que les politiques le comprennent, qu'on ne détruise pas ce pays qui a toutes les richesses qu'il faut. Quand vous parlez avec d'autres personnes qui connaissent les réalités, ils disent, mais qu'est-ce que vous avez? Pourquoi la Guinée? Pourquoi vous ne partez pas? Pourquoi vous n'avancez pas? Vous avez toutes les richesses. Il y a un doyen burkinabé qui m'a dit, vous avez d'ailleurs même les plus belles femmes du monde. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous en sortir? À vous en sortir. C'est dommage. C'est la grosse question. Ce prix, il est important pour moi, mais j'aurais aimé que quelqu'un m'a dit qu'on a aussi besoin de paix. On a besoin de tranquillité. Et malheureusement, pour le moment, c'est pas le cas. Il y a loin de la coupe aux lèvres. Bien. La suite. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. On en
a terminé pour cette dernière représentation des grandes gueules au compte de cette semaine. Ça en est terminé donc pour ce numéro. Merci à tous les quatre. On ne peut plus aller au-delà, Mohamed Mara. Vous avez regardé justement à Banako. Merci de l'attention. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe de cadrage. Merci aussi à notre équipe de réalisation, Mamoudou Kondé à la télé et assisté de notre ingénieur de son, Nalaï Sidibé. Merci à Amadou Sow qui a piloté cette émission. Et on vient de l'apprendre, c'est chaud, c'est frais, et on vient de l'apprendre à travers Média Guinée. Aminata Touré, la fille donc de Feu Ahmed Sékou Touré, là encore, le père de l'indépendance guinéenne, élu à vraiment, c'est un hold-up, on veut le dire comme ça, 29 voix sur 29, elle est élue donc maire de la commune de Kaloum. Bravo à elle. Et ça en est terminé donc pour ce numéro. Merci de l'attention. On remet tout ça, on remet les compteurs à zéro à partir de lundi. Le turbo est déjà dans nos murs. Il reprend service lundi. Portez-vous bien. Au revoir.